L'éducation, selon Madame de Chartres, se pose comme l'inverse de celle dispensée traditionnellement aux jeunes filles du XVIIe siècle. Généralement, les parents sont mutiques et ne parlent pas des sujets de l'amour et de la séduction. L'erreur, communément commise, est dénoncée par la narratrice au présent de vérité générale. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Ce thème de l'éducation est très présent au XVIIe siècle. Vous pouvez penser qu'il a déjà été évoqué notamment par Molière dans l'École des femmes. Et donc, Molière montrait que maintenir les jeunes filles dans l'inculture et l'ignorance amoureuse n'était pas un bon moyen de les amener à la vertu et produisait l'effet inverse. La phrase suivante est une phrase très longue. Je vous la mets en surbrillance. Regardez, elle commence à Madame de Chartres et elle finit à la ligne 16. Et donc cette longue phrase va nous préciser le contenu précis de l'enseignement et de la méthode pédagogique employée. Elle relève ici de ce qu'on appelle du discours narrativisé. Le discours narrativisé, c'est quand la narratrice reprend dans son discours les paroles des personnages. C'est comme si on entendait Madame de Chartres faire des remontrances et les cours qu'elle s'adresse à sa fille. Vous relevez les nombreux verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Ces imparfaits ont ici une valeur d'habitude, de répétition. On appelle ça un imparfait itératif. Et cet imparfait est renforcé par l'adverbe de temps, souvent, ou de manière. Et donc, on retrouve la métaphore, donc les imparfaits, elle lui montrait. Vous voyez bien que Madame de Chartres fonctionne comme une pédagogue. Madame de Chartres est en position sujet et la princesse de Clèves est en position de complément. Elle faisait des peintures à qui? À sa fille. Elle montre ce qu'il y a d'agréable dans l'amour à qui? À sa fille. La métaphore de la peinture est d'ailleurs filée. On retrouve de nombreux verbes de perception. Donc elle faisait des peintures, elle lui montrait, elle lui faisait voir d'un côté, mais elle lui faisait voir aussi. Donc Madame de Chartres s'appuie sur des exemples. Cette méthode repose donc sur la présentation de cas particuliers, qui est bien entendu plus efficace et plus attrayante qu'une leçon théorique. Vous ferez attention, notamment, elle va faire des récits enchâssés, c'est-à-dire qu'elle va raconter ce qui est notamment l'histoire de la reine, Catherine de Médicis, et l'histoire d'Anne de Boleyn. On relève l'emploi du verbe persuader, qui est très important ici, puisque donc il se rapporte à une conviction qui est fondée sur l'émotion. Mais si vous regardez bien, on a une brève proposition pour parler des plaisirs de l'amour, ce qu'il y a d'agréable. Je la mets en surbrillance. Je vais la mettre en rouge. Et après, vous avez le complément circonstanciel de but qui est beaucoup plus long et qui va développer tout ce qu'il y a de négatif dans... Je prends une autre couleur. Dans l'amour. Donc Madame de Chartres développe bien davantage son antithèse, c'est-à-dire les aspects négatifs et dangereux, ce qui est particulièrement habile de sa part. On a donc à partir de là un tableau pessimiste de la société et qui cible majoritairement les hommes. On retrouve donc des éléments péjoratifs pour caractériser les hommes, donc qui sont caractérisés par leur peu de sincérité, je le remets en rouge, leur tromperie, leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent leur tromperie et leur infidélité, et on a donc une énumération
d'éléments péjoratifs pour caractériser les hommes. La fin du passage, à partir de « et », qui traduit ici le connecteur logique une opposition, elle lui faisait voir d'un autre côté, on retrouve bien l'opposition, quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme et combien la vertu donnait d'éclat et d'évaluation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Ici, on a donc un éloge de la vertu féminine, où les hommes étaient décrits de façon négative. Les termes sont ici mélioratifs, donc vous avez le mot tranquillité, vous avez le mot honnête femme, vous avez le mot vertu, et puis donc éclat et élévation. Madame de Chartres, en bonne pédagogue, fait en sorte d'opposer au tumulte des passions amoureuses la douceur de la vertu, et on retrouve les trois termes positifs, tranquillité, éclat, élévation, qui sont les bénéfices qu'on tire d'une vie vertueuse. L'idée est qu'il est préférable d'être admiré pour sa vertu que pour sa beauté. L'argument de Madame de Chartres est que la vie vertueuse apporte la paix, qui est ici repris par le mot tranquillité, et rehausse les qualités de naissance, d'accord, que vous avez à la fin de la phrase. Vous avez deux propositions subordonnées exclamatives indirectes. Quelle tranquillité, ici, pardon, donc, deux subordonnées exclamatives indirectes qui valorisent cet éloge de la vertu en nous faisant entendre au discours indirect les paroles de Madame de Chartres. C'est une morale très exigeante qui demande aussi de faire attention à soi-même. Car il ne suffit pas de se méfier des hommes, il faut aussi se méfier de soi-même. D'où l'expression « elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu que par une extrême défiance de soi-même ». On retrouve ici une hyperbole, extrême défiance. Donc, on a une rigueur morale avec soi-même. Donc, cette hyperbole est renforcée sur la proposition suivante par « et un grand soin ». De s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimé. Vous avez ici une subordonnée explicative. Le texte se finit donc sur une maxime, une sorte de proverbe, prononcé sous la forme de deux alexandrins blancs. Donc, les deux alexandrins blancs, c'est à ce qui peut seul faire le bonheur d'une femme. Et le deuxième, c'est qui est d'aimer son mari et d'en être aimé. On appelle alexandrin blanc un vers de 12 syllabes qui est inséré, sans qu'on s'en rende compte, dans un récit, parce que normalement on retrouve des alexandrins uniquement en poésie. Ainsi donc, la jeune fille, avec le présent de vérité générale, qui est d'aimer son mari et d'en être aimé, gravera bien cette leçon. Cette leçon relève de l'idéal précieux au XVIIe siècle, c'est-à-dire un amour réciproque et sincère à travers le mariage qui doit garantir le bonheur d'une femme et elle doit s'y tenir. L'éducation morale donnée par Madame de Chartres repose essentiellement sur une rhétorique argumentative qui est répétitive et dont la finalité est de l'orienter vers la vie d'une honnête femme. Elle oppose deux conceptions de l'amour et deux manières de vivre, d'un côté la passion amoureuse, forcément malheureuse, et de l'autre l'amour conjugal qui est source de tranquillité et de bonheur. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'origine de la conception de l'amour enseignée par Madame de Chartres à sa fille, et on peut se demander si elle provient de l'éducation donnée par sa propre mère ou bien d'une expérience personnelle. On en arrive à présent à la conclusion. Donc, ce portrait révèle la présence d'un être exceptionnel par des qualités physiques, mais qui a reçu, elle aussi, une éducation exceptionnelle. Madame de Chartres connaît bien le milieu de la cour et souhaite avant tout protéger sa fille. La question qui se pose
et que, bien entendu, cette morale a été enseignée loin de la cour et loin des tentations, et permettra-t-elle à la jeune fille, une fois qu'elle va être mise à l'épreuve, d'appliquer tous les préceptes de cette éducation exceptionnelle? N'oublions pas que l'objectif de Madame de Chartres est de trouver un mari digne de sa fille. Est-ce qu'elle réussira à trouver l'homme parfait? Ce passage annonce donc la suite du roman, et on pourrait voir dans ce passage une mise en abîme de la suite du roman. En effet, on comprend mieux pourquoi la princesse de Clèves et le duc de Nemours vont tomber amoureux l'un de l'autre, et pourquoi la princesse de Clèves ne cédera pas à la passion, et finalement pourquoi, après le décès de son mari, elle préfère se réfugier dans un couvent plutôt que de se remarier avec Nemours. Voilà. Nous en avons fini avec cette étude. Il vous convient à présent de trouver une ouverture. Bon courage!